Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le comité de suivi et de contrôle a été installé ce matin. Dans les régions, les autorités locales enchaînent les opérations de sensibilisation. Vous le verrez, certaines populations ne sont pas enclines à se faire vacciner. Nous ferons le point dans cette édition. Dans ce journal, nous vous parlerons des proportions inquiétantes de l'automédication. Depuis le début de la pandémie, les pouvoirs du docteur Google se sont renforcés. Reportage édifiant à suivre. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, la plénière, prochaine étape du processus de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Sonko. La commission ad hoc a fini les travaux aujourd'hui. On vous explique tout dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la saisie d'armes blanches à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plus de 37 machettes ont été retirées des chambres des étudiants. Comment en est-on arrivé là à l'UQAD? Plus de détails dans un instant. Et puis le Sénégal dispose d'une nouvelle loi sur le partenariat public-privé. L'État souhaite renforcer le recours aux sources de financement privé selon le ministre de l'Économie. Que faut-il comprendre de cette nouvelle loi? Élément de réponse dans cette édition. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre demain mardi au Sénégal. L'objectif est de réduire la morbidité et la mortalité liées à la maladie. Pour un bon déroulement des opérations, un comité de suivi et de contrôle a été installé ce matin par les autorités sanitaires. Fatkin Edem, Youssou Barro. 95% de la cible prioritaire seront protégés du Covid-19 d'ici fin 2021. Le coup d'envoi est lancé pour atteindre l'objectif. Les cibles prioritaires, que sont les personnels de santé de première ligne, les personnes vivant avec des comorbidités et les personnes âgées de 60 ans et plus. 817 décès, 33 099 cas positifs, 27 428 guéris depuis le début, 4 856 sous traitement. Une courbe de plus en plus ascendante dans cette deuxième vague de l'urgence du vaccin. L'évolution actuelle de la maladie fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vaincre. Plus que jamais, l'opportunité s'offre à nous pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la COVID-19. Le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination mises en place mettra en avant la transparence. Les opérations seront menées dans la plus grande transparence, avec célérité et rigueur. C'est pourquoi, à côté des comités techniques qui sont en train de faire un travail remarquable, j'ai tenu à mettre en place un comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la COVID-19 avec l'ensemble des composantes de la population. D'autres doses de vaccins sont attendues dans les semaines à venir. Pendant ce temps, le Sénégal se lance, faisant partie des 7 pays africains sur les 54 qui démarrent la vaccination. Fatkiné, la campagne démarre donc demain sur tout le territoire national. Dans la région de Thiès, tout est fin prêt pour le lancement de la campagne. Là-bas, dans la première phase, 442 000 personnes seront vaccinées dès demain. Ce n'est pas une vaccination de masse. Donc vous comprenez aisément qu'on ne peut pas, avec les mesures barrières et justement avec la cible qui est bien précise, donc on ne peut pas faire des vaccinations de masse. Donc ce sera des vaccinations sur rendez-vous. D'abord, on va cibler les personnels de santé qui est en première ligne. Vous avez reçu ici 12 580 doses de vaccins. Ça, c'est le premier lot qui va être utilisé. En tout cas, il faut féliciter l'État du Sénégal. D'abord, il faut savoir que nous avons un privilège. Ce ne sont pas tous les pays qui ont de l'argent qui ont pu avoir du vaccin au niveau du marché international. Donc il faut un très fort leadership pour accéder à ces vaccins. Ça, on l'a constaté. Comprenez aussi que ça, c'est juste un premier lot symbolique que nous recevons. Il y a d'autres lots qui vont venir qui vont permettre d'atteindre toute la cible. Et je vous dis que c'est 20% de la population qui est ciblée à Thiès, ce qui vous fera pratiquement 444 220
personnes qui seront ciblées. Je suis prêt à me faire vacciner à titre personnel. Il n'y a pas à s'inquiéter pour la vaccination. Dire d'abord que c'est la vaccination qui a éliminé beaucoup de maladies dans ce pays. Si on dit que c'est rapide, mais c'est parce qu'également de manière générale, les choses sont évoluées beaucoup plus rapidement dans ce monde. Et également que cette affaire concerne tout le monde entier. En fait, le monde entier est bloqué dans certaines mesures. Et donc, économiquement, rien ne bouge quasiment. Donc, il faudrait très vite qu'on puisse sortir de cette phase. C'est vraiment l'urgence qui fait que je pense que tous les laboratoires du monde se sont intéressés à la question. Donc, c'est normal que quand beaucoup de monde s'occupe d'une question, qu'on trouve rapidement une solution. Et dans le nord du Sénégal, le vaccin est au centre de nombreuses interprétations. À Matam, les populations ne semblent pas enclines à se faire vacciner, mais vous allez le voir, les autorités locales enchaînent les opérations de sensibilisation. Ali Bandeliang. 2 camions stationnés dans la cour de la région médicale de Matam. Ce sont les premières doses de vaccins contre la Covid-19 qui sont arrivées dans la région et réceptionnées par Mamadou Mokhtar-Wade, le gouverneur. Là, on est dans l'enceinte de la région médicale pour procéder à la réception officielle des premières doses du vaccin contre la Covid-19 destiné à la région de Matam. C'est vous dire donc que c'est une cargaison d'une extrême sensibilité et véritablement qui a toute son importance. Et l'espoir renaît avec la disponibilité en fait des vaccins. Et notre pays, grâce au leadership éclairé en fait du chef de l'État, on a pu obtenir en fait les premières doses de la Chine. Et il ne faudrait pas oublier que pour le moment, il ne s'agit pas d'une vaccination de masse. Il s'agit tout simplement d'une vaccination ciblée par rapport à des personnes qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire les plus fragiles, mais également par rapport à ceux-là qui se trouvent en première ligne dans le cadre de la riposte. Il s'agit principalement donc des agents de santé et de tous les paramédicaux également qui tournent. Plus de 8000 doses pour une cible estimée à plus de 60 000 personnes vulnérables, selon le chef de la région médicale. Et face au tollé suscité par cette campagne de vaccination contre la Covid-19, l'autorité administrative locale rassure. Moi, gouverneur, je suis à un niveau en fait de coordination, mais je suis entouré de techniciens. Et certainement qu'on va élaborer en fait une stratégie de communication qui puisse prendre en compte certaines réalités sociologiques en fait de notre milieu. Mais là, rassurez-vous, nous ferons de notre mieux pour que véritablement la communication puisse porter ses fruits. Stockées dans une chambre froide avec moins de 6 degrés, les doses de vaccins sont prêtes à être injectées sur les agents de santé et bien sûr les personnes plus exposées à la Covid-19. Merci Ali. Et je vous le disais en titre, durant cette année de pandémie, les pouvoirs du docteur Google se sont vus renforcés. Beaucoup de Sénégalais ont eu recours à l'automédication. Vous allez le voir, les paracétamol et l'azithromycine ont été les plus demandés. Mais attention, le non-respect d'une posologie de médicaments peut être très dangereux pour la santé. Reportage édifiant, Habib Faye, Modou Diop. En cette période de pandémie à Covid-19, beaucoup sont les Sénégalais qui se rendent d'abord à la pharmacie au détriment de l'hôpital. Je dirais que ce n'est pas un manque de confiance, mais c'est juste pour gagner du temps parce qu'à l'hôpital déjà, ou peut-être dans les postes de santé, il y a la queue. Si j'ai par exemple des douleurs articulaires qui m'arrivent souvent, je sais que donc il y a des pommades inflammatoires qu'il faut acheter. Je vais directement à la pharmacie, j'achète. Le temps joue-t-il à leur faveur? Venons voir cela à la pharmacie Talibou Dabo de Pikine. Mine de rien, la pharmacie est la structure sanitaire la plus proche de la population. C'est pourquoi dès qu'on ressent quelques symptômes, on pense automatiquement à la pharmacie. Les médicaments qu'on peut vendre sans ordonnance. Par exemple, les paracétamol, les Litacold, on peut les vendre sans ordonnance. À 500 mètres se trouve celle de Mam Abdou Aziz Sy Dabakh. Ici, ces médicaments sont acquis facilement grâce à leur faible coût. Il y a des médicaments que l'on peut délivrer sans ordonnance et que le pharmacien également peut prendre parfois sur lui-même, sur sa responsabilité, de conseiller certains produits. Dans cette pharmacie, les médicaments les plus vendus depuis mars 2020 sont les antalgiques, les antibiotiques. Les antalgiques, c'est les antidouleurs, les antipyrétiques et les anti-inflammatoires. Le constat est le même dans l'autre.
les antalgiques tels que le paracétamol, que l'on utilise souvent pour un traitement symptomatique, c'est-à-dire les symptômes dus à la Covid-19. Mais au-delà de ces médicaments-là, il y a également des antibiotiques. Et l'antibiotique le plus utilisé se trouve être l'azithromycine. Seul hic, l'automédication. L'automédication, ça fatigue parce que, par exemple, un produit tel que le paracétamol, les gens pensent que c'est un produit anodin, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de contre-indications. Mais les gens viennent l'acheter, aussi en font des abus. Malheureusement, ce ne sont pas des produits anodins. Tout produit pharmaceutique, il y a des dangers dans la prise de ces médicaments. De la pharmacie, nous nous rendons à l'hôpital. Dr Sey est aux commandes. Il revient sur les conséquences de l'automédication. L'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, vu que pratiquement tous les médicaments sont métabolisés, leur métabolisme c'est au niveau rénal et hépatique. Cependant, il invite les patients à se faire consulter par un professionnel de santé. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir un spécialiste avant de prendre quelconque médicament. Il faut venir à l'hôpital, se faire consulter par un médecin ou un spécialiste de santé. La pandémie oblige les pharmacies à vider très rapidement leur stock de médicaments antalgiques, de paracétamol, d'azithromycine entre autres, mais aussi parmi les plus vendus, les aphrodisiaques. Et rappelons-le, pour votre santé, le circuit normal, c'est le docteur puis la pharmacie et non pas l'inverse. Merci Habib. Les images ont choqué plus dans ce week-end. Plus de 37 machettes et objets dangereux retirés des chambres des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop. Selon les autorités universitaires, l'opération de sécurisation fait suite à une série de batailles rangées entre les étudiants. Alors comment c'est possible tout cela? Voyons ce reportage d'Abdoulaye Diop et Amadouba. Des agents de sécurité qui effectuent un contrôle des véhicules voulant franchir la porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La saisie des armes blanches dans les chambres d'étudiants et sur toutes les lèvres. Cela fait suite à une série de constats. Ces 2 dernières semaines, nous avons constaté 2 batailles rangées entre étudiants. La première était liée à une question syndicale au niveau de leurs amicales. La deuxième est liée à la politique. Mais pour ces 2 événements, les étudiants se sont fait face. Le responsable du service de sécurité du COUD raconte le déroulement de cette perquisition. Chaque chambre, j'entre, je demande à l'étudiant, est-ce que tu as ici une machette ou bien quelque chose qui peut blesser quelqu'un? Il m'a dit non. Après, je lui dis qu'il faut que je fouille. Après, je fouille, je cherche partout. Si je vois un machette ou un coupe-coupe, je le prends. En finish, j'ai trouvé plus de 37 machettes dans les chambres des étudiants. C'est pourquoi, automatiquement, ce sont ces pavillons-là que j'ai ciblés. Pavillon B, pavillon D, S et R. La coordination des étudiants s'indigne de la présence de ces armes. Mais elle ne peut ni affirmer ni infirmer que ces armes sont retrouvées dans les pavillons de l'UCAD. J'avoue qu'il y avait cette opération, parce que hier matin, ils sont venus dans ma chambre, ainsi que d'autres chambres dans notre pavillon. Ils nous ont demandé changement de pouvoir les permettre de vérifier. Et on les a grandement ouvert les portes. Ils ont vérifié, ils n'ont vu aucune arme. Et je pense que dans tout le pavillon, là où j'habite, le pavillon B, et ils ont continué dans les autres pavillons. La direction du COUD s'engage à confisquer toutes les armes blanches qui circulent dans le campus social de l'université, avant que le pire ne se produise. L'arsenal saisi sera remis au commissariat de police du Point E. Merci Abdoulaye. Toute autre chose à présent, la plénière, prochaine étape de la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. La commission ad hoc a fini ses travaux ce matin en l'absence du principal concerné, Ousmane Sonko. En revanche, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a assisté aux travaux. Il s'oppose à la plénière. Alassane Ba et Amadou Ba.
Aucun détail ne sera donné dans le cadre des travaux de la commission ad hoc, par devoir de réserve. Après la plénière, la commission va se prononcer. Les 9 députés ont bouclé vers 13h sans la présence d'Ousmane Sonko. Cette réunion est la dernière. Nous nous sommes réunis et la majorité a décidé de présenter les travaux en plénière. Mais nous ne sommes pas d'accord parce que la commission est illégale. Le député de Boko Gis est d'avis que le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie devait démissionner comme l'a fait ses collègues Moustapha Guirassy et Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye. Mais Cheikh Mbacké Bara Dolly justifie son choix. Je représente au sein de la commission des députés et des chefs des partis. Tout ce que je fais, je demande d'abord leur avis. S'ils veulent que je reste, je vais rester pour continuer le travail. Et je pense que c'est le cadre idéal pour défendre Ousmane Sonko. Et cela sera inscrit dans les rapports. Pour continuer le combat. Mais ce que je déplore, c'est la démarche. Certes, nous partageons le même groupe, mais nous sommes libres d'agir pour le bien des populations. Déjà, Ousmane Sonko ne souhaite pas qu'on assiste aux travaux de cette commission. La politique de la chaise vide n'est jamais opportune. Nous devons faire face et poursuivre le combat, mais nous ne devons pas faciliter la tâche à la majorité. Vous parlez de la politique de la chaise vide, mais ce n'est pas la première fois. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord sur la démarche, mieux vaut se retirer et ne pas assister à la liquidation d'un collègue. Selon des députés de la majorité membres de la commission ad hoc, les démissions de leurs collègues Moustapha Guirassy et Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye n'ont aucun impact sur la suite des travaux. La date de la plénière n'est pas encore fixée. La commission ad hoc n'a pas les prérogatives d'entendre Adji Sarr ou le médecin auteur du certificat médical. C'est la conviction du député Alioune Souaré. Le spécialiste du droit parlementaire évoque l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le voici avec Chérif Dia. L'article 52 du règlement intérieur définit la procédure surtout pour le travail qui a été confié à la commission ad hoc. Sur le deuxième alinéa, il est mentionné clairement les membres de cette commission ad hoc, qui sont 11, ne peuvent entendre que aujourd'hui le député qui est visé par la levée de l'immunité parlementaire et son défenseur. Il n'est prévu dans aucune de ces dispositions la possibilité de pouvoir entendre d'autres personnes, outre que c'est le député concerné et son défenseur. Donc je m'étonne aujourd'hui qu'on soit plus royaliste que le roi, c'est-à-dire tout en sachant que les textes à l'état actuel ne le permettent pas. Et maintenant, on demande effectivement à recevoir Adji Sarr. Demander à recevoir Adji Sarr, c'est violer même les dispositions de l'article 50. Que vous avez suivi l'affaire de Khalifa Sall au moment de la levée de son immunité parlementaire. À cette époque, l'opposition avait effectivement démissionné. Bon, donc à la personne de Madi Kenya. Aujourd'hui, c'est le même scénario. Le député Alioune Souaré était l'invité de la matinale de TFM. Une nouvelle loi sur le partenariat public-privé au Sénégal. Selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, l'État a souhaité renforcer le recours aux sources de financement privé. Le Parlement a voté ce matin le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé. Explication Ibrahima Khan. Soumis à son adoption, l'Assemblée nationale a validé ce lundi le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé. Une nouvelle loi sous-tendue par une volonté de satisfaction des besoins d'intérêt général devant l'importance des investissements à réaliser, selon le ministre de l'économie. L'objectif recherché, se doter d'une loi flexible et plus attractive, prenant en compte les bonnes pratiques mais aussi les spécificités de l'environnement des affaires permettant la réalisation rapide de projets, partenariats public-privé de qualité et créateurs d'emplois, tout en assurant une sécurité juridique des parties. Dans son application, le ministre a annoncé de nouveaux outils comme l'accord de programme, le fonds d'appui au partenariat public-privé,
l'offre d'initiatives privées et la dématérialisation des procédures pour faciliter un développement substantiel de projets partenariats public-privé, notamment au niveau des collectivités territoriales. S'y ajoute également la volonté de renforcer la promotion du secteur privé local à travers un dispositif incitatif plus encadré. La loi prévoit entre autres la création d'une unité nationale d'appui au partenariat public-privé et d'un comité interministériel, l'introduction de nouveaux outils tels que l'accord-programme, le fonds d'appui au partenariat public-privé et l'offre d'initiatives privées. Merci Ibou. L'actualité, c'est aussi l'aménagement de deux nouveaux sites de contrôle technique des véhicules. En plus du site de Yarach, les contrôles peuvent désormais s'effectuer à Colobane et au CICES, un moyen pour réduire les attentes interminables des automobilistes à Yarach. Ce matin, une équipe de la TFM a visité le nouveau site au CICES, Maïmouna Ndiaye et Diafarapa. Ils ont le privilège d'être les premiers à passer le contrôle technique ici au CICES, un site dédié qui vient d'être lancé. J'ai reçu une notification comme quoi que je devais passer ici. En l'occurrence, c'est juste une contrôle visuel pour les voitures de moins de 10 ans. C'était trop embouteillé et ça prenait beaucoup plus de temps qu'ici. À Yarach, c'était infernal. On passait toute une journée pour faire sa visite technique. Avec toutes les tracasseries, cette décentralisation est une bonne idée. Ce contrôle visuel est le résultat d'un constat sur les lenteurs du système noté à Yarach. Je rappelle qu'en moyenne, 1200 véhicules passaient le contrôle technique et cela provoquait naturellement donc, non seulement donc, de l'engorgement, mais des désagréments au niveau des usagers, mais aussi au niveau donc, des populations d'Ayara. Aujourd'hui, 2 sites supplémentaires donc, sont ouverts. Un ici au niveau du CICES, et un deuxième site au niveau donc, de Colobane. Cela ne voudrait pas dire que ce soit un contrôle un petit peu fait à la va-vite, mais c'est un dispositif qui est là, centralisé donc, au niveau aussi d'Ayara, permettant, si toutefois, en tout cas, des anomalies graves sont détectées au niveau des véhicules, que ces véhicules-là puissent passer le second contrôle technique pour être conformes. C'était plus de 21 jours de temps d'attente. Dans une semaine, certainement, on sera à peu près à 0 ou 1 jour de temps d'attente. Et cela, quand même, nous pouvons saluer cela. Colobane et CICES parmi les lieux réputés embouteillés dans Dakar. La question qui se pose, les dispositions nécessaires vont-elles suivre? Provisoirement, nous sommes en train de régler ce problème. L'objectif, c'est de ne plus avoir en tout cas des embouteillages causés par donc, les véhicules qui passent le contrôle technique. Au niveau du CICES, c'est des véhicules particuliers de 3 à 9 ans. Au niveau donc, de Colobane, c'est les nouvelles immatriculations. Sur Yarach, il y a 2 sites dédiés donc, aux taxis urbains en visuel, et cela va permettre effectivement d'absorber tous ces gaps-là. Après ces 2 sites, le réseau sera étendu dans plusieurs localités du pays, affirme Mansour Faye. Merci Maïmouna et venons-en au licenciement de 130 employés de Manco, une filiale de la Société Générale. L'inspection régionale du travail de Dakar juge illégale la décision de la direction générale de la boîte. Dans sa décision rendue le 10 février dernier, l'inspection générale avait rejeté le motif économique invoqué par la direction pour justifier la vague de licenciements et c'est une victoire pour les salariés qui exigent leur redéploiement. Ils étaient en conférence de presse à Pikine, Nongondiaye et Modou Diop. Employés de Manco, filiale de microfinance de la Société Générale ex-SGBS, s'affichent très soulagés. Ils viennent de remporter la première manche de la bataille qui les oppose à leur direction générale. L'inspection régionale du travail de Dakar a tranché en faveur de ses salariés visés par une procédure de licenciement. La décision est rendue le 10 février 2021 et finalement l'inspection régionale a refusé catégoriquement le licenciement des délégués. Parce que pour elle, elle estime que le motif économique évoqué par la Société Générale n'est pas fondé. Et même s'il était légitime, des solutions alternatives devraient être cherchées au sein du groupe, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est encore plus grave est qu'ils ont, dès le départ, violé les dispositions qui régissent et encadrent le licenciement pour motif économique, à savoir l'article L60 à L66.
Ainsi, tenant compte de toutes ces considérations, l'inspection régionale du travail aujourd'hui nous a donné raison. Il estime que nous sommes dans nos droits. Ces salariés restent catégoriques. Ils ne comptent pas reculer dans la dynamique engagée. Ils exigent le redéploiement sans condition. En redéployant tous les travailleurs de Manko et demander aussi un plan social négocié pour les autres. C'est ce que nous demandons et nous exigeons. Ces travailleurs de Manko mettent en garde leur direction générale. Selon eux, la pression sera toujours maintenue jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Nongoka, merci. Dans la banlieue de Dakar, manque d'eau à Ngoye, une commune du département de Bambey. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour avoir accès à l'eau. Elles demandent l'aide des autorités. Reportage à Bambey, Babakar Diouf et Nongonjai. Abréger la souffrance des populations du monde rural et améliorer les conditions de vie des équidés, c'est ce que vise le projet Pégase à travers ses activités décentralisées dans la commune de Ngoye, dans le département de Bambey. Michel Ngordjouf, le président de l'association bénéficiaire Djambar. La fatigue des femmes par rapport à l'exode sera diminuée. Mais encore, les animaux qui erraient ici vont trouver de l'eau. Parce qu'un bassin est réalisé ici, alors ils vont trouver l'eau à n'importe quel moment. À côté du village de Sonkat, d'autres populations dans d'autres villages de la commune de Ngoye ont bénéficié du même projet. Fatou Ndiaye, chef de projet à Éclosion. Équipé dans 4 villages, comme ce village de Sopkat 2. Le projet Pégase a 3 volets. L'entrepreneuriat, qui est destiné aux jeunes et aux femmes. L'agroécologie et le bien-être des équidés de trait. Si vous voyez aujourd'hui l'infrastructure, ça montre cette triptyque. On est venu pour réduire un peu le système d'exode parce que les femmes, les jeunes et les équidés étaient très affrontés par rapport à ce problème d'exode. Au regard des résultats concluants, le bailleur n'hésitera pas à étendre ce projet dans d'autres localités. Adam Ndiaye, responsable suivi évaluation à Brook, Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons, avec IRA, près de 70 villages dans lesquels nous travaillons. Et effectivement, notre ambition est que ces activités de résilience soient répandues dans tous ces villages. Pour une année de pratique, le projet Pégase dans la commune de Ngoye a fini par convaincre les populations de par ses résultats. Merci Babacar. Dans l'actualité internationale, la mort de 7 personnes dans le crash d'un avion militaire de l'armée de l'air nigériane près d'Abuja ce dimanche. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa qui perd la vie dans l'attaque d'un convoi du programme alimentaire mondial en RDC. Et puis des membres de la commission électorale nationale indépendante du Niger tués après que leur véhicule a sauté sur une mine. Daniel Diouf. 7 personnes trouvent la mort dans le crash d'un avion militaire près d'Abuja, la capitale du Nigeria, ce dimanche. L'appareil, un Beechcraft King Air 350 de l'armée de l'air, menait une mission de surveillance au-dessus de l'État du Niger après l'enlèvement de 42 personnes mercredi dernier, dont 27 élèves du pensionnat secondaire de Kagara. La cause officielle du crash n'est pas encore connue, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, Luca Attanasio, et 2 autres personnes ont perdu la vie dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministère congolais de l'Intérieur accuse les rebelles hutus rwandais du FDLR d'être à l'origine de l'attaque. L'ambassadeur était dans un convoi du programme alimentaire mondial, victime d'une attaque armée des éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda, selon le communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Et puis, quelques 7 500 000 électeurs nigérians ont voté dimanche pour le second tour de la présidentielle entre le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, et celui de l'opposition, Chandi Mahaman Ousmane, arrivé en seconde position avec près de 17%. Le scrutin a été endeuillé dans la région de Tillabéri, proche du Mali. 7 membres de la commission électorale nationale indépendante ont été tués. Leur véhicule a sauté sur une mine. Les opérations de vote n'ont pu avoir lieu dans plusieurs bureaux de la zone. La commission électorale a 5 jours au maximum pour proclamer les résultats complets provisoires du scrutin.
Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'AS Giraffe qualifié à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football à l'issue du tirage au sort cet après-midi. Placé dans le groupe C, le club de la Médina sera en compagnie du CS Sfaxien de la Tunisie, de Salitas de FC du Burkina Faso et du vainqueur du match Étoile sportive du Sahel, Young Buffalo de S Watini. Giraffe va rencontrer d'ailleurs ce vainqueur pour ses débuts le 10 mars prochain en Ligue des Champions. Teungueth FC dans le groupe D joue son deuxième match ce mardi à 16h au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe rufisquoise accueille Zamalek d'Égypte. Et justement, par rapport à cette rencontre, Teungueth FC va continuer à apprendre face aux Zamalek, un grand d'Afrique. C'est l'avis de l'entraîneur Youssouf Dabo. Il estime que son équipe s'est bien préparée. La préparation du match contre Zamalek se passe très très bien parce que l'état d'esprit est toujours positif malgré la défaite de Tunis. Après, nous avons aussi la chance d'avoir récupéré tous les blessés que nous avions et ça c'est une bonne chose pour le groupe et surtout pour le match de demain contre Zamalek qui est un match capital par rapport au premier résultat. Maintenant, comme je dis aux garçons, il faut tirer les enseignements du match passé pour avoir une meilleure finalité contre Zamalek. On a de bons arguments en tout cas à faire valoir et malgré que nous sommes le petit poussé de la poule et tout le monde a vu notre prestation contre Tunis, même si on a récolté 0 point, mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Il y a des choses qu'il faut garder pour le futur. Et ça, c'est une bonne chose. Les joueurs vont en tout cas continuer à grandir dans cette compétition et le club de Teungueth aussi. Basket à présent, le bilan est positif pour l'équipe nationale du Sénégal de basket, le collectif naissant qui donne des espoirs pour le titre au Rwanda. Cher Sadibou Diarra. Une défaite face à l'Angola constitue un avertissement. Un triomphe à Kigali ne sera pas chose aisée. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info ce soir avec Binta Diallo. Vous recevez ce soir monsieur Seydi Gassama. C'est à vous Binta.